Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir les pires gaffes jouées en finale de championnat du monde. Comme vous le savez sûrement, on a un nouveau champion du monde, Gukesh, 18 ans, qui a remporté son titre sur une terrible gaffe de Ding Liren, le champion en titre. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo best of, ou plutôt worst of, le pire des finales de championnat du monde. Et on commence par ce match historique Chigorin-Steinitz. On est à la fin du 19e siècle. C'est la dernière partie prévue de ce match. Chigorin doit absolument l'emporter avec les blancs pour recoller au score et forcer des prolongations. À l'époque, c'était pas match de départage en rapide, c'était prolongation en partie classique. Il a une pièce de plus et semble en voie de l'emporter, mais il faut quand même faire gaffe, c'est pas si facile à gagner. Les noirs ont une idée, c'est fou H5 suivi de fou F3 échec. Et sur tour prend F3, tour E1 ou tour D1, fait mat à l'escalier, de l'escalier en deux coups. On peut gagner, par exemple en jouant tour prend B7, c'est pas le seul gain, c'est le plus fort d'après l'ordi. Et sur fou H5, on joue tour B3 et on défend doublement la case F3, c'est nécessaire. Et sur tour prend D5, on a la triple fourchette, cavalier F4, attaque toutes les pièces noires et met fin à la partie. Et donc, Chigorin aurait forcé les prolongations et peut-être serait devenu champion du monde. À la place, il a joué fou B4 pour attaquer la tour qui le gênait. Sauf que le fou en D6, il défendait quelque chose d'important. Vous l'avez vu, tour prend H2 échec, roi G1, tour G2 et Steinitz est resté champion du monde. Flash forward 1937, il y a eu deux matchs de championnat du monde entre Alekhine et Heuive, l'un gagné par Heuive, l'autre gagné par Alekhine qui a regagné son titre. Mais dans cette partie, ils n'ont pas brillé, les deux champions du monde. Heuive a gaffé par Dame 5 qui autorise une combinaison qui aujourd'hui serait un des premiers exercices d'un puzzle rush. C'est un thème qui aujourd'hui est ressassé, vu et revu, sauf qu'à l'époque, il y avait peu de matériel pour travailler ces patterns et même les meilleurs tacticiens, Alekhine était réputé le meilleur tacticien de l'histoire à cette époque, bah, ne connaissaient pas des patterns qui aujourd'hui nous paraissent élémentaires. Donc là, les blancs joués gagnent. Comment? On a un pion de plus, compensé par la paire de fous a priori, s'il n'y a rien de spécial. Donc c'est plus ou moins égal. Pion de plus pour les blancs, paire de fous pour les noirs. Sauf que là, on peut gagner un deuxième pion en échangeant les dames, en jouant dame H8, suivi de cavalier F7, fourchette. Alors si on pousse un peu la variante, dans cette position, deux pions de plus, mais les noirs en gagnent un. Cela dit, on échange le cavalier contre le fou, donc il n'y a plus d'histoire de paire de fous. Et par exemple ici, cavalier E4, cette finale, avec un pion de plus et des pions faibles pour les noirs, est gagnante. Sauf que sur dame 5, gaffe, Alekhine a attendu fou B2, gaffe à nouveau. Il n'a pas vu dame H8. Et là, on a fou C6, offre une nouvelle chance au blanc, donc nouvelle gaffe. Dame H8, cette fois-ci, ça met vraiment fin à la partie tout de suite. On peut même abandonner parce que là, cavalier prend 5 attaque le fou C6 et donc il n'y a même pas d'histoire de fou prend B4. Donc là, c'est deux pions nat de plus en finale. On joue pas ça en championnat du monde. Sauf que sur fou C6, Alekhine a à nouveau gaffé en jouant A3. C'est le pire double aveuglement de l'histoire des championnats du monde. Et là, enfin, par hasard, j'ai envie de dire, parce que Oliver n'a pas vu ce dame H8, mais il a joué fou D6 qui, par hasard, protège la dame E5 et donc empêche dame H8. Toujours un pion de plus pour les blancs, toujours la paire de fou pour les noirs. Il y a eu match nul dans cette partie. Ici, on est en 1951. Botvinnik est le champion du monde en titre. Il affronte David Bronstein. Botvinnik a une pièce de moins, mais un pion de plus, et il est en E3. Et ce qui devrait se passer ici, c'est que le cavalier va finir par se sacrifier sur le pion. Finale, roi de pion contre roi de pion, qui sera match nul. Il fallait jouer cavalier E6, échec. Roi G3, par exemple, ou roi F3, ça va revenir au même. Cavalier D4, roi F2. Et ici, tout fait match nul. On peut jouer roi A4, par exemple. E2, prise. On reprend et ici, bon, tout fait match nul. Ça, par exemple, c'est une des variantes.
Il y avait d'autres variantes, mais à chaque fois, ça se termine par match nul après cavalier E6. À la place, je vais vous montrer ce qu'a calculé David Bronstein. Il s'est dit, je fais roi C2, mon adversaire va faire roi F3. Spoiler, c'est une gaffe. Et ici, je vais jouer le très malin cavalier F7, seul coup pour ne pas perdre. E2, cavalier E5 avec échec, seul coup pour ne pas perdre. Roi G2, cavalier D3, seul coup pour ne pas perdre. Et sur roi F1, par exemple ici, je peux jouer roi B3, E1, dame, cavalier prend, roi A4 et compagnie. Et ça va ressembler à ce que je vous ai montré. Alors déjà, cette variante me paraît beaucoup plus compliquée que le cavalier E6 que je vous ai montré. Mais le pire, c'est qu'elle ne marche pas. Parce que dans cette position, au lieu de jouer roi F3 qui autorise cavalier E6 suite cavalier D4 avec échec, le roi, dans tous les cas, il va aller en F2. Donc il peut passer par G3, c'est pas plus lent que de passer par F3. Et donc il y aura G3, abandon. Ensuite, 1972, première partie du match du siècle, Spassky contre Fischer. C'est peut-être la gaffe la plus connue de tous les temps, même si, d'après l'ordinateur, c'est pas vraiment une gaffe. Dans cette position où tout le monde s'attendait à une nulle tranquille, Spassky y compris, Fischer a joué fou prend H2 et le fou s'est enfermé après G3. Alors on verra que c'est pas si simple que ça, et d'ailleurs vous voyez que la jauge a progressé en faveur des blancs, mais l'ordi ne met que plus 0,60 et les analyses ont montré que c'était bien match nul encore si on jouait parfaitement avec les noirs. Seulement en fait il n'y a aucune raison de jouer ça et c'est bien une gaffe. Alors il y a même des joueurs qui ont spéculé sur le fait que peut-être que Fischer a joué un coup de génie psychologique, il a offert une partie à Spassky pour le mettre dans de mauvaises conditions, pour lui dire que même avec un handicap d'une défaite comme ça, sur un coup évident, je pouvais quand même te battre après. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a raté une idée assez simple. Ici, il a calculé H5 pour aller déloger le pion G3 et pouvoir désemprisonner son fou H2. Il y a eu roi E2, ici le roi se dirige vers le fou pour aller le capturer. H4, roi F3. Et là, ce qui s'est passé, je pense, on ne peut pas être sûr parce que Fischer ne l'a jamais confirmé ni infirmé, c'est qu'il avait prévu de jouer H3, empêche roi G2, et ce coup aurait pu gagner pour les noirs s'il n'y avait pas roi G4, fou G1, roi prend H3, fou prend F2. Et là, c'est très facile de se dire longtemps à l'avance, quand on est Fischer, bon bah, je vais jouer fou 1, fou C3, c'est bon, je gagne. Sauf que, il y a fou D2, enferme le fou quand même, et roi G2 va quand même le gagner. Dans la partie, il se serait rendu compte trop tard que H3 ne va pas, il a joué roi E7, roi G2, le fou a été perdu, il y a seulement 2 pions en échange du fou. Comme vous le voyez sur la jauge, ça serait quand même plutôt nul, et d'ailleurs les analyses ont bien confirmé que c'était encore nul, mais c'est très difficile à sauver humainement, et Fischer s'est incliné, et donc je pense qu'il a juste raté cette idée fou des deux, enferme le fou qui n'arrive pas à s'en sortir. Korchnoi-Karpov, on est en 78. Korchnoi a les blancs. Et il faut savoir que la finale roi-tour contre roi-tour cavalier est match nul. Autrement dit, si les blancs arrivent à jouer tour prend cavalier à un moment, quand bien même ils perdraient leurs 3 pions, donc à échanger toutes ces pièces-là contre seulement un des deux cavaliers, c'est match nul. Donc dit comme ça, on se dit que les blancs ne risquent absolument rien. Bon, évidemment, il y a une menace de mat en un coup, donc il faut la parer. Et je pense que Korchnoi s'est dit, bah justement, je risque absolument rien. Bon, juste là, il y a mat en 1, bah je pars le mat en 1, et c'est bon. Sauf que là, ça autorise un mat en 3 coups. Très joli. Raté par Korchnoi, mais évidemment pas raté par Karpov. Cavalier F3, abandon. Pourquoi abandon? Parce que sur pion prend F3, tour G6 échec, roi H1, cavalier F2 fait échec et mat. Alors qu'est-ce qu'il fallait jouer à la place et qu'est-ce qu'il fallait pas jouer?
C'est pas si simple en fait. Là, il n'y a que deux coups qui font nul, c'est les deux coups du pion G. H4 par exemple, perd, mat en 4 coups. Après, tour c'est un échec. Roi H2. Et ici, cavalier F1 échec. Avec un très joli mat sur roi H3. Cavalier F2, échec et mat. Donc en fait, il y avait plein de tableaux de maths à éviter donc pour les blancs. Et évidemment, sur roi G1, on joue cavalier F G3, échec, et un nouveau mat des Arabes ici. Donc jouer le pion H, ça perdait. Jouer le pion G d'une case ou de deux, ça faisait match nul. Par exemple, après G4, cavalier F3. Si on veut, on peut même jouer tour F3, mais il n'y a pas besoin. On peut jouer roi G2, cavalier en échec. Et par miracle, j'ai envie de dire pour les noirs, il y a cet échec perpétuel. À la place, tour 1, gaffe terrible de Korchnoi qui a perdu ce match. C'était le premier à 6 victoires. Il a perdu 6 victoires pour Karpov contre 5 seulement pour lui. Donc cette défaite lui a coûté très très cher et il n'est jamais devenu champion du monde. On est maintenant en 87. C'est un des 5 matchs Karpov contre Kasparov. On est à Sevilla en Espagne. Dernier coup joué par Karpov, dame à 6. C'est une position ultra chaotique. On voit que les deux rois se prennent une attaque de mat. Pour les noirs, dame prend G4 ferait mat s'il n'y avait pas la tour qui défendait. Et il faut savoir que les joueurs, et surtout Kasparov, étaient en grand Zeitnot. Et c'était les Zeitnot, donc les crises de temps à l'ancienne avec des pendules mécaniques. C'est-à-dire que tu vois que sur ton drapeau qui va tomber, qu'il te reste plus beaucoup de temps, mais tu sais pas s'il te reste 30 secondes, 1 minute ou 5 secondes. Et Kasparov, dans ces conditions de stress ultime, a gaffé terriblement par tour 1, avec l'idée ah bah tu me prends, je te mate. Sauf que, il a raté le simple dame prend G6, échec, abandon, vu que la dame maintenant protège le mat et au minimum il peut y avoir tour prend tour au prochain coup. D'ailleurs pas le seul gain. C'est assez facile, même à bon, top niveau c'est plus rare, mais c'est assez facile humainement de rater ces coups longs horizontaux. Bon, c'est un biais du cerveau humain, on a du mal avec ce genre de coups. Bon, là en plus c'était même pas le seul gain, vu que dame C4 fait également échec, protège également la case G4, et du coup, tour point 1 pourrait gagner, même si, bon, évidemment il n'y a aucune raison de jouer dame C4 si on peut jouer dame prend G6. Abandon donc. Maintenant, les championnats plus modernes, Topalov, Kramnik, quelle année 2006, 7. Je ne sais plus exactement, je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Dans les Zola. Topalov est en train de faire une de ses meilleures parties ever, et dans cette position clé, il a gaffé. Alors le coup qu'il a joué, ça reste sûrement encore gagnant, mais c'est très compliqué. Alors qu'en gros, c'était plus ou moins mat en 3 coups, ou en tout cas abandon en 3 coups. Le gain clair et net s'obtenait par tour prend G4, échec. Il n'y a pas 36 possibilités. Fou G7 est un peu le seul coup, vu que sur roi F7, on fait juste dame H7, échec, suivi de dame prend G7, échec et mat. Et sur roi H8, on fait tour H4, échec, suivi de dame H7, échec et mat. Donc il fallait juste calculer fou G7. Et le coup de grâce, dame C7 menace encore cette prise horizontale, difficile à prévoir. Et il fallait encore calculer un coup de plus. Dame F1, c'est juste un échec de consolation. Après cavalier G1, c'est terminé. Donc c'était une variante clairement à la portée de Topalov. À la place, il a joué dame G6, échec. 2 points d'interrogation, parce qu'après fou G7, rien n'est clair maintenant, même si ça doit encore gagner. Cavalier G5, c'est le meilleur coup d'après l'ordi, etc. Mais il s'en mêlait les pinceaux dans son attaque, et Kramnik a gagné cette partie et gagné ce match de championnat du monde. Carlsen contre Anand. Magnus était en train de faire du Carlsen, c'est-à-dire de prendre un bon avantage positionnel. Vous voyez, il a la paire de fous, le pion H6 est faible, il est en train de dominer. Sauf que là, il joue roi D2 et il se fige. Il essaye de rien laisser transparaître, mais en jouant roi D2, il a compris qu'il venait de commettre une des pires gaffes de sa carrière.
Il a gardé la poker face. C'est un bon joueur de poker, Magnus. Parfois, ça sert quand il faut dévoiler aucun tel, comme on dit, aucune émotion qui pourrait nous trahir. Et c'est seulement une fois que Anand a gaffé en retour par A4 que Magnus s'est laissé aller et a montré qu'il s'était passé quelque chose de très bizarre. Ce qui a fait d'ailleurs comprendre à Anand qu'il y avait eu ce double aveuglement terrible. Quel était-il? Roi des deux pour aller en E2, c'était la bonne idée stratégique, mais la mauvaise réalisation tactique. Il fallait jouer roi D1 pour jouer roi E2. Parce que ici, il y a cavalier prend E5 qui gagne la partie instantanément. Tour prend E5, tour prend G4, et sur tour prend G8 intermédiaire, qui était ce qu'avait prévu Magnus, il y a cavalier prend C4, échec, important, et sur roi D3 qui attaque le cavalier, on peut toujours pas reprendre roi prend C4, il y a cavalier B2, échec, et le roi ne peut même pas attaquer le cavalier, donc il s'en va, et tour prend G8, et les noirs sont totalement gagnants ici. Mais donc double aveuglement, et il y a bien eu roi E2 là, et Magnus a fini par remporter cette partie et le match évidemment. Et donc on en vient à notre championnat du monde 2024. C'est assez terrible ce qui se passe avec Ding Liren depuis environ 3 grosses années, même voire 4, depuis en gros les années Covid. Il a toujours le même fond de jeu à 2800 Elo, sauf que il gaffe. Pour vous dire à quel point c'est grave, c'est gaffe, je considère qu'à mon niveau, donc environ 2300 Elo, mon plus gros défaut à moi, c'est les gaffes, et je pense pas gaffer plus ou plus lourdement que Ding Liren. Donc on gaffe à peu près au même pourcentage, en fréquence et en gravité, mais bah, lui, il est censé être 2800, quoi. Et dans cette partie, il a gaffé par... Alors, la position est déjà difficile, mais il a gaffé par Dame C8. Et comme d'habitude, à chaque fois, on joue le coup, on se rend compte instantanément que c'est une gaffe. Gukash n'a pas tremblé, Dame prend C6, abandon. La variante n'était pas très compliquée, B prend C6, tour prend B8, et les blancs émergent avec une pièce de plus. Et enfin, la dernière partie. En cas de match nul, il y aurait eu des départages. Mais il y a un pion de plus pour Gukesh. Et pour être franche, à ce moment-là, on peut tout à fait envisager un scénario où Gukesh va torturer Ding pendant des dizaines et des dizaines de coups encore. Et à un moment, en grande note, que Ding fasse une gaffe, c'est tout à fait envisageable. Ce qui n'était pas envisageable, c'était que Ding se trompe tout de suite dès le premier coup de cette finale. Alors, c'était pas le premier coup, ça a déjà un peu tourné, mais il n'y a pas eu encore de vraies questions. Hein, la question, normalement, serait été que faire une fois que le fou arrive à 1-4 et comment s'opposer au transfert du fou à 1-4, vu que sur fou prend, il pourrait y avoir pion prend avec création d'un pion passé, etc. Donc les difficultés vont venir, qu'on gaffe à un moment, c'est tout à fait compréhensible. Moi, vous me mettez un bon grand maître en face de moi, je suis quasiment certaine que je vais la perdre avec les blancs. Je vais tenir pendant quelques 10 coups, 20 coups, 30 coups peut-être, et puis à un moment, bah, je vais gaffer, et puis je vais la perdre, et c'est normal. Enfin, c'est tout à fait envisageable. Mais ici, tour F2 perd tout de suite la partie. Donc il n'y a pas eu encore de difficulté. Ding a déjà perdu. À sa décharge, d'habitude, dans cette finale, les blancs sont contents d'échanger soit les tours, soit les fous. Là, c'est le cas exceptionnel où tour F2 offre pas un simple échange des tours, mais offre une transposition en finale de pion. Et c'est pas que Ding a mal calculé la finale de pion, c'est qu'il a même pas envisagé une seule seconde que tour F2 était potentiellement grave. Il a juste oublié que la capture était possible. Dans sa tête, il était là depuis le début de la finale. Bon, si j'échange les tours, c'est cool. Si j'échange les fous, c'est cool. Donc tour F2, il va jamais prendre. Sauf que tour F2, le problème, c'est que les noirs échangent tout. Dans la partie, le fou prend, roi prend, bah, c'est forcé. Hein. Donc si le fou avait été en B7, il aurait pu s'échapper en C8 ou en A6 avec une nulle triviale.
et du coup ton roi F2 aurait été mauvais pour les noirs. Là, le problème des blancs, c'est qu'on ne peut pas échapper à cette finale de pion, elle est perdante. Alors le plus instructif ici, c'est de jouer roi E1 pour les blancs, et il y a un seul gain qui est typique, c'est le coup roi E5, prend l'opposition éloignée. Donc vous connaissez sûrement l'opposition directe qu'on peut avoir par exemple ici après roi D2, roi D4. En position directe, quand les rois sont séparés d'une seule case, et sur la même ligne, donc qu'ils soient opposition verticale, diagonale ou horizontale. Et l'opposition éloignée, c'est quand les deux rois sont sur la même ligne, séparés par un nombre impair de cases, donc 3 ou 5. On parle d'opposition éloignée. Et en général, l'opposition éloignée se transforme en opposition directe. Donc là, roi D2, on joue roi D4. Sur roi E2, on joue roi E4. Et au prochain coup, sur roi D2, on joue roi F3. Ou roi F2, roi D3. Le pion G3 va être perdu. Et évidemment, les noirs gagnent. Dans la partie, sur roi prend D5, il y a eu roi E3, roi E5, là encore prise d'opposition, abandon ici, sacre de Gukesh. Pourquoi sur roi D3? On peut jouer F4. Sur pion prend, roi prend, sur roi E2, roi G3, roi F1, roi H2 et le boulevard. Donc, ce que j'expliquais à un élève en cours particulier tout à l'heure, c'est que il y a un niveau où on peut jouer tour F2 en pensant à tort que la finale de pion est nulle. Au niveau de Dingleren, c'est pas possible. S'il avait envisagé la possibilité de tour F2, il aurait compris instantanément que la finale de pion était perdante. C'est trop facile pour lui, cette histoire de roi E5 en position éloignée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a même pas envisagé tour F2. Donc voilà, Ding est déchu, mais j'espère que vous n'êtes pas déçus d'avoir regardé ces 10 terribles gaffes. S'il y en a que vous connaissez et que j'ai omises pour cette vidéo, c'est un top 10, donc j'ai pas pu tout mettre. Vous pouvez évidemment partager vos autres gaffes célèbres de championnat du monde dans les commentaires. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À bientôt, ciao!